Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Techsama. Cette fois-ci pour une vidéo de test de la Nvidia GeForce RTX 4090 ou 4090. Le nouveau fleuron Nvidia basé sur leur nouvelle architecture Ada Lovelace. Cette carte monstrueuse en termes de spec vient aussi avec un prix digne de ses specs. 1949 €. Elle n'est donc clairement pas à la portée de toutes les personnes ici qui regardent cette vidéo et vise clairement aussi le marché de l'ultra haut de gamme. La question se pose donc, en vaut-elle la peine? La réponse en vidéo. Aussi, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture qui vous permet de sauter vers le chapitre ou ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo-ci. Par ailleurs, ce mode de test est fourni par Nvidia, mais la vidéo n'est pas sponsorisée et mon avis reste le mien. Commençons par parler des nouveautés de l'architecture Ada Lovelace. Premièrement, le GPU AD102 que vous avez dans cette RTX 4090 est gravé en 4 nanomètres par TSMC, contrairement à la gravure en 8 nanomètres des RTX 3000 qui était faite par Samsung. Cela permet donc une plus grande densité de transistors et aussi une amélioration de l'efficacité énergétique. Cette nouvelle gravure permet aussi une augmentation de la fréquence de la RTX 4090. Elle fonctionne de 2,23 GHz à plus de 2,5 GHz. Ada Lovelace apporte aussi des RT-Cœurs de 3e génération. Ceux-ci apportent leur lot de nouveautés pour booster les performances jusqu'à x2. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ces nouveautés sont SER ou Shader Execution Reordering, DMM ou Displace Micromesh et enfin OMM ou Opacity Micromap. Je vous invite à regarder en détail si vous êtes intéressé par cette technologie en allant peut-être lire quelques papiers par Nvidia par exemple. En parlant performance, les Tensor Core sont passés à la 4e génération, ce qui apporte également un gain important de performance pour toutes les tâches qui les utilisent. Un exemple concret, ce serait par exemple la génération par IA dans DaVinci Resolve. Vous avez des effets qui utilisent ça. Les coûts d'accord aussi ont été améliorés pour maintenant processer les instructions FP2 2 fois plus rapidement, ce qui apportera un gain important dans les applications de modélisation 3D ou aussi encore le CAE. Enfin, la dernière nouveauté est un ajout d'un nouveau Optical Flow accélérateur dédié dans la puce. Ceci rend possible une technologie importante dans DLSS 3.0 qu'on parlera juste après. Revenons maintenant à la première carte de chez Nvidia qui utilise un GPU Ada Lovelace, la RTX 4090. Elle a pour spec 16 384 coups d'accord, fonctionne à 2,23 GHz, boostant à plus de 2,5 GHz, 24 Go de RAM en GDDR6X sur un bus de 384 bits, une interface PCI Express 4.0 x 16, un TDP de 450 watts montant jusqu'à 600 watts et un double encodeur AV1. Le modèle Thunder Edition que j'ai ici est similaire au RTX 3000, mais a quelques nouveautés. Déjà, les ventilateurs ont été revisés, celui à l'arrière en particulier est totalement différent. Vous pouvez voir au niveau des pales. On peut aussi voir que les côtés sont légèrement bombés, contrairement au côté droit des RTX 3000. Le connecteur 12 pins est maintenant le nouveau connecteur que vous trouverez sur les alimentations ATX 3.0. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il a 4 pins aussi de données. Nvidia inclut toutefois un adaptateur comme avec les RTX 3000 avec pas moins de 4 ports 8 pins PCI Express. 3 sont nécessaires pour donner les 450 watts et le dernier permet de monter à 600 watts pour l'overclocking. Derrière, on retrouve un HDMI 2.1 et 3 ports DisplayPort 1.4a. Pas de DisplayPort 2.0 malheureusement donc. La 4090 a un design 3 slots massifs similaires aux 3090 et 3090 Ti Thunder Edition. Cette carte est réellement énorme, lourde mais respire la qualité au niveau de sa construction. Elle profite aussi d'améliorations internes avec notamment les pads thermiques pour la GDDR6X qui ont été améliorées par rapport au RTX 3000. Au passage, la config de test utilise un Ryzen 7700X, 32 Go de RAM en DDR5, une carte mère X670E TUF de chez Asus. Elle sera comparée à la RTX 3080 Ti Thunder Edition ainsi que la RX 6950 XT Red Devil. Je n'ai malheureusement pas de 3090 Ti sous la main et ma 3090 prend un bain dans mon water cooling. Dur de la sortir donc. Et tous les tests ont été faits en 4K avec le niveau graphique le plus haut possible. Bon, il est temps de parler performance. On va commencer ici avec les performances en rasterisation, c'est-à-dire sans ray tracing, donc la plupart des jeux classiques. Au passage, DLSS ou même FSR n'ont pas été activés. J'essaie ici de voir vraiment les performances brutes des cartes sans qu'il y ait des technologies d'upscaling derrière. Toutefois, je vous conseille vraiment, si vous jouez à des jeux comme ça, de toujours les activer parce que ça donne un gain important de performance et pour moi, il n'y a aucun désavantage au niveau de qualité.
La RTX 4090 est 75% plus rapide que la 3080 Ti dans la sélection de 9 jeux, un résultat vraiment impressionnant en pure rasterisation ici. Un tel gain de performance n'avait pas été vu depuis le saut de génération entre les GTX 900 et 1000 de Nvidia. Même face à la 6900 XT, la 4090 est 70% plus rapide qu'elle. La RTX 4090 est encore plus impressionnante en termes de puissance brute en ray tracing. Elle est 82% plus rapide que la 3080 Ti dans les 6 jeux RTX testés. Dans certains de ces jeux, on passe de jouable à une excellente expérience. La 6950 XT ici est en retrait même par rapport à la 3080 Ti. AMD a encore du rattrapage à faire malheureusement. La 4090 est un monstre de performance et permet enfin de jouer selon moi en 4K à plus de 120 Hz dans même la plupart des jeux AAA, surtout si on active DLSS en plus de ça. Parlons ensuite de DLSS 3.0. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais selon moi les technologies d'upscaling accéléré par IA sont un game changer. DLSS 1.0 était intéressant, la version 2 a rendu la techno indispensable selon moi. Depuis, même AMD et Intel ont fait leur propre technologie. Avec DLSS 3.0, Nvidia a poussé les limites encore plus loin. En plus de l'upscaling de DLSS 2.0, vous avez maintenant une technologie qui s'appelle Frame Generation. Elle permet en gros de générer une image intermédiaire entre deux images générées normalement. Cette nouvelle image est totalement générée via IA grâce au Tensor Core de la carte. Toutefois, une telle techno aurait souvent des problèmes avec les mouvements. C'est d'ailleurs le cas avec les technologies d'interpolation par IA qui ont souvent des glitches importants sur ce qui bouge très vite à l'écran. Pour contrer ce problème, Nvidia a introduit un nouveau Optical Flow accélérateur dans le GPU d'Ada Lovelace. Il permet de savoir dans quelle direction bougent les pixels et même l'intensité de ce mouvement. Grâce à ça, la génération d'images est bluffante. Honnêtement, même en regardant image par image, c'est assez compliqué de savoir la qualité générée par IA. Entièrement. Je ferai toutefois une vidéo d'analyse plus profonde où on testera vraiment les limites de la technologie dans plus de jeux. Autre avantage de cette techno, l'image générée est entièrement faite par le GPU, sans l'aide du CPU. Cela permet donc d'augmenter les performances dans les jeux qui sont limités par le CPU, comme par exemple Flight Simulator. Toutefois, cette techno introduit de la latence. Le GPU a forcément besoin d'avoir les deux images sur lesquelles ils vont se baser pour faire l'image intermédiaire, ce qui du coup évidemment rajoute de la latence. Pour contrer cela, Nvidia utilise leur technologie Reflex qui diminue la latence. Reflex sera donc obligatoire quand vous utilisez DLSS 3.0. Après, pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin d'un écran compatible Reflex ou d'une souris compatible Reflex. C'est plus un prérequis au final pour les développeurs et vous ne faites qu'en profiter en tant que consommateur. Dernier problème, DLSS 3.0 a absolument besoin de ce nouveau Optical Flow Accelerator. Il était déjà présent dans les anciennes cartes RTX, mais juste pas assez rapide. Ça veut dire donc que ça ne fonctionnera pas sur ces anciennes cartes RTX 3000 ou RTX 2000. Selon moi, ce serait génial si Nvidia pouvait éventuellement utiliser les Tensor Core pour essayer de faire cet effet justement de frame génération sur les anciennes cartes. Après, c'est fort possible qu'il n'ait pas la puissance et que l'expérience ne serait pas assez bonne. Cela limitera donc l'intérêt de DLSS 3.0 vu que seulement les possesseurs des RTX 4000 pourront en profiter, ce qui en retour va limiter l'intérêt pour les développeurs de jeux vidéo qui ont des ressources limitées et qui ne peuvent pas forcément se permettre d'implémenter toutes les technologies qui existent. Du coup, ils vont certainement se concentrer sur DLSS 2.0 ou bien les technologies qui sont faites par AMD ou même Intel qui ont un parc de machines plus importantes. DLSS 3 sera toutefois supporté sur 10 jeux à la sortie avec certains titres DLSS 2.0 passant à la nouvelle version très prochaine. En termes de performance, je n'ai malheureusement pas eu le temps de tester plus que Cyberpunk avec du ray tracing et en 4K. Après, ça vous donne déjà une bonne indication de ce qu'elle peut faire. Et comme vous pouvez voir, le gain est juste bluffant. On passe de 44 FPS de moyenne à 77 FPS avec DLSS 2.0. Mais en activant DLSS 3.0, on monte à plus de 124 FPS. Le jeu passe de à peine jouable à une excellente expérience, même en 4K 120 FPS. Et je vous rappelle, dans un jeu qui, à la sortie des RTX 3080 et 3090, mettait à genoux ces deux GPU. Je ne manquerai donc pas de vous faire une vidéo d'analyse d'images plus approfondie, avec plus de jeux pour voir si vraiment il y a des désavantages, s'il y a des petits problèmes ou autres. Une dernière addition très intéressante avec Ada Lovelace est l'ajout d'un double encodeur AV1. Celui-ci permet de enfin utiliser votre GPU Nvidia pour encoder des vidéos au format AV1. L'AV1 est le futur d'Internet. Il permet de bien plus compresser des vidéos
pour sauver de la bande passante, ce qui est assez important, et il est libre d'utilisation. Avec la V1, vous pourrez sans problème stream du 1440p sur Twitch avec les 8 Mbps de bande passante autorisés par le site. Pas mal de plateformes doivent toutefois encore supporter la V1, mais de plus en plus le supportent, et aussi vous avez pas mal d'appareils qui peuvent déjà le décoder. Par exemple, les RTX 3000 peuvent déjà décoder de la V1, même s'ils ne peuvent pas l'encoder, et YouTube aussi supporte la V1, donc vous pouvez uploader une vidéo en AV1. Toutefois ici, comme je l'ai dit, les RTX 4000 ont un double encodeur AV1, c'est-à-dire que vous pouvez sans problème encoder en simultané 2 vidéos à la fois. Vous pourrez donc stream en AV1 et enregistrer une copie haute qualité en AV1 aussi, un énorme avantage pour des gens comme moi qui font de la création de contenu. Nvidia travaille également avec Blackmagic pour ajouter dans DaVinci Resolve un rendu vidéo sur les 2 encodeurs à la fois pour du coup doubler les performances, ce qui est assez impressionnant. Je prévois une vidéo approfondie sur ce double encodeur afin de tester tout ce qui est capable d'être fait avec et à quel point justement on peut sauver en bande passante. Je voulais faire également un petit point sur la consommation de la carte. Elle a un TDP annoncé de 450 watts, ce qui est bien évidemment énorme, mais au final, vu son niveau de performance, c'est une carte en réalité qui est très efficace au niveau énergétique. La 3080 Ti a par exemple un TDP de 350 watts, ce qui vous donne 4,4 watts par FPS en moyenne, contre 3,2 watts par FPS pour la 4090. J'ai donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner les RTX 4000 mobiles et aussi voir ce qu'on peut faire au niveau undervolting pour cette 4090. Il faut maintenant parler du prix de ces RTX 4000. Pour le moment, nous avons seulement les prix publics annoncés par Nvidia qui sont les suivants. 1949 € pour la 4090, 1469 € pour la 4096 Go et 1099 € pour la 4092 Go. Même en tenant compte de l'inflation rampante en Europe, Nvidia a clairement augmenté leur prix. Une 3090 à sa sortie, ajustée à l'inflation d'octobre 2022, coûterait par exemple 1736 €. Or, la 4090 coûte 1949 €. Pourtant, au niveau du marché américain, ils ont eu beaucoup moins de hausse. Oui, ils ont moins d'inflation, mais le prix est à 1599 $, ce qui est une sacrée différence. Du coup, sans même parler performance ici, selon moi, Nvidia a un problème. Avec pas mal de RTX 3000 et RX 6000 encore en stock et beaucoup moins chers, les consommateurs vont certainement s'orienter vers des options plus abordables, même si elles sont moins performantes. Finalement, le plus important reste toujours l'indice de performance en relation au prix pour beaucoup de gens. Voici des graphiques montrant le prix en euros pour 1 FPS en moyenne dans les jeux testés en rasterisation pure mais aussi avec le ray tracing. Comme vous pouvez voir, la RTX 4090 coûte un peu plus qu'une 3080 Ti si on traduit les perfs en euros par FPS. La RX 6500 XT ici fait mieux qu'Nvidia, sauf en ray tracing toutefois, et ce coût devient sûrement encore plus intéressant avec la 3080 ou la 6900 XT qui ont un meilleur encore ratio performance-prix. De plus, les RX 7000 d'AMD arrivent en novembre. Même si elles seraient moins performantes que ces RTX 4000, elles ont juste besoin d'être moins chères. Et du coup, elles auront un meilleur ratio prix-performance. Il est l'heure de conclure cette vidéo de test. La RTX 4090 est une carte extrêmement puissante. Elle offre un gain énorme qui rivalise celui observé entre les GTX 900 et GTX 1000 à l'époque. Elle permet aussi vraiment de jouer en 4K sans aucun compromis et débloque enfin le fait de pouvoir aussi jouer avec le ray tracing sans passer à une moins bonne expérience en termes de FPS. Toutefois, ce gain vient avec un important gain en prix également. Elle est certainement moins chère qu'une 3090 Ti à sa sortie, mais ça ne change pas le fait qu'elle coûte quand même 1949 €. Un prix ultra haut de gamme pour une carte ultra haut de gamme. Je serais donc d'avis d'attendre déjà de voir ce que donnent les RTX 4080 mais aussi les RX 7000. Je recommanderais ici cette 4090 à quelqu'un qui a pratiquement aucune limite de budget et qui veut vraiment le meilleur du meilleur, peu importe le ratio prix-performance. Si toutefois ce ratio est important pour vous, alors je vous dirais vraiment d'attendre et de regarder justement ce que ça donne avec les cartes moins chères et aussi la concurrence. Le manque de DisplayPort 2.0 est également dommage vu que cette carte est faite pour dépasser sans problème le 4K 120 Hz, que le DisplayPort 1.4a supporte au max sans aucune compression. Vous pouvez toutefois monter plus haut si vous activez la compression sur le câble, mais là vous perdez un petit peu aussi en qualité. Merci donc à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!